Donc, je disais que la dernière fois, on avait dit que pour évaluer les risques de sécurité, on doit répondre à un certain nombre de questions. Parmi ces questions, on avait dit qu'il y a d'abord l'identification des actifs informatiques critiques de l'organisation qu'on est en train de cibler. On avait parlé aussi des 5 principaux processus métiers qui utilisent ou qui vont avoir besoin de cette information. On avait parlé aussi des éventuelles menaces qui peuvent perturber les fonctions métiers que vous avez identifiées. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on veut protéger et quelles sont les menaces encourues par les actifs qu'on veut protéger. On peut citer par exemple, j'ai envie de protéger une baie de serveur contre les menaces d'inondation. Donc je sais par exemple, je suis dans une salle où il peut y avoir des remontées d'eau. Je suis dans une salle où il y a un problème électrique. Je suis dans une salle où la température peut augmenter. Je suis dans une zone sismique de niveau 3, donc il y a un risque que la salle s'effondre. Il y a un risque, par exemple, d'infraction parce que le lieu n'est pas protégé. Il y a un risque de vol de données parce que tout simplement, il n'y a aucun protocole, aucun dispositif de sécurité logique ou logiciel qui protège les données de ce serveur. Donc là, on a identifié un ensemble de risques sur un serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, là, on doit se poser 3 questions. D'abord, parmi tous les risques qu'on vient de citer, est-ce qu'il y a des risques qu'on peut atténuer? Parce qu'il y a des risques devant lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Ensuite, parmi tous les risques qu'on a cités, quels sont les plus prioritaires? Ça veut dire qu'on doit prioriser nos risques, donc, et définir une échelle de priorité. Quel est le risque le plus important, le plus urgent, le plus important? Et quel est le risque le moins important? Ensuite, la question la plus importante pour une entreprise, c'est allons-nous atténuer le risque de la manière la plus rentable? Parce que je peux vous donner des exemples. Si je cite l'exemple de la remontée d'eau. Alors, mon serveur est dans une zone inondable. Comment je peux atténuer ce risque? Première des choses, déplacer le serveur vers une zone non inondable, avec tous les équipements qui vont venir avec, toute l'infrastructure qui va avec. Ça va me coûter de l'argent. Risque numéro 2, je crée un serveur de secours ailleurs, sans déplacer celui-là. Solution numéro 3, je vais renforcer mon site de telle manière à empêcher les infiltrations d'eau. Solution suivante, je vais mettre tout simplement des détecteurs d'infiltration d'eau. Dès que je détecte de l'eau, je prends les mesures nécessaires. Donc là, vous remarquerez que ces différents types de solutions, et chacune a un coût qui lui est propre. Donc, il va falloir atténuer mon risque de la manière la plus rentable. Ça veut dire où je vais payer le minimum. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi un risque? Il faut savoir que le risque est représenté généralement par un concept économique. Donc, au départ, quand on parlait de risque, c'était dans le monde économique. C'était quelle est la probabilité que j'ai des pertes financières? Est-ce que c'est une probabilité élevée, moyenne, faible? Ou bien c'est un projet que je vais faire qui est à 100% rentable. Ensuite, le risque a un peu évolué. Donc, cette notion, elle a un peu évolué pour basculer vers ce qu'on appelle un degré d'incertitude. Donc, c'est devenu en quelque sorte une probabilité pour qu'un événement indésirable puisse me causer des dommages. Par la suite, là, les choses ont un peu évolué et c'est devenu une formule composée de 3 facteurs. D'abord, la nature de la menace. Ensuite, la vulnérabilité du système et l'importance de l'actif qui va être endommagé. Parce que pour certains actifs qui ne sont pas du tout importants pour l'entreprise, qu'ils sont endommagés ou non, l'entreprise, ça ne va pas changer grand-chose pour elle. Donc, elle n'est pas prête à investir sur quelque chose qui ne vaut pas autant d'argent.
Donc, on est sorti avec une formule mathématique qui dit que le risque, c'est la menace, donc la nature, fois la vulnérabilité, fois l'actif. Donc là, vous remarquez que le risque est modélisé en quelque sorte par une formule mathématique. Pourtant, quand on parle de risque, il ne s'agit pas de chiffres, mais c'est beaucoup plus un concept logique. On va supposer, à titre d'exemple, que vous voulez évaluer le risque associé à une menace de piratage, donc qui vise à compromettre, disons, un site web particulier. Si votre réseau est très vulnérable, peut-être parce que vous n'avez ni pare-feu, ni solution antivirus ou autre, et que l'actif, donc le site web que vous voulez protéger, est critique. Donc dans ce cas-là, on va considérer que le risque est vraiment élevé. Mais si vous avez de bonnes défenses périmétriques et que votre vulnérabilité est faible, même si l'actif est critique, donc là, votre risque devient moyen. Donc là, vous remarquerez qu'un facteur, voire deux facteurs, vont influer sur la valeur du risque. Donc, quand on parle de risque, on vous dira que les risques vont être classés selon différents niveaux, et ceci en fonction surtout de leur impact estimé sur le système. Donc, c'est pour cela qu'on crée généralement ce qu'on appelle des matrices de risque, qui vont être utilisées pour évaluer le risque en tenant compte d'abord de la probabilité de son occurrence et aussi de la conséquence de l'impact de ce risque. Je peux avoir un risque qui va se produire avec zéro conséquence. C'est pour cela que généralement, quand on évalue le niveau du risque, on parle généralement de trois niveaux. Donc, on parle de niveau bas. Donc là, dans ce cas, je vais essayer de prendre des mesures préventives pour atténuer uniquement les effets de ce risque. On peut parler de niveau de risque moyen. Dans ce cas-là, aucune action urgente n'est requise. Je vais tout simplement implémenter des contrôles dès que je peux le faire. Pourquoi? Tout simplement pour réduire le risque à un niveau bas. Donc, pour réduire le risque au niveau le plus bas, celui qu'on avait vu tout à l'heure. Par contre, quand on va parler d'un risque extrême ou élevé, là, ça veut dire que je dois prendre des mesures immédiates pour lutter contre ce risque, en identifiant les contrôles que je dois faire, en imposant ces contrôles, et ceci pour réduire le risque à un niveau raisonnablement bas. Là, vous remarquez qu'on ne parle pas de supprimer le risque, on ne parle que d'atténuation du risque. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de suppression, mais d'atténuation du risque? Monsieur, Oui. vu qu'il n'y a aucun système qui est vraiment sécurisé, on ne peut pas parler de suppression de risque. Tout à fait. Alors, généralement, le risque zéro n'existe pas, quel que soit le risque dont vous parlez, que ce soit un risque physique ou un risque logique, que ce soit un risque de piratage ou un risque de vol. Prenez un exemple. Si on essaie de voir un peu l'affaire Snowden, les Américains avaient mis en place tous les mécanismes de sécurité que vous pouvez imaginer pour empêcher quelqu'un de leur voler des informations. Or, finalement, l'information a été volée par qui? Par l'un de leurs opérateurs. Donc, ça veut dire même si vous allez mettre une armée pour protéger votre information, il se peut que l'un de ceux qui vont protéger votre information, qui va voler cette information. Non pas parce qu'il veut de l'argent ou autre chose, mais tout simplement peut-être parce que votre politique ne l'arrange pas, il a un conflit idéologique avec vous. Donc ça peut être n'importe quelle raison, n'importe quelle personne qui pourra éventuellement voler votre information. C'est pour cela qu'on ne parle jamais de la suppression du risque, mais on parlera toujours d'atténuer le risque à des niveaux acceptables. Alors, là, c'est un autre exemple de matrice de risque. Donc là, sur la première colonne, vous avez ce qu'on appelle les probabilités d'occurrence du risque. Donc là, c'est une classification à 5 niveaux, donc de 1 à 20%, de 21 à 40, etc. Et là, c'est la signification de chaque niveau. Par exemple, quand je suis
de 1 à 20%, on parlera de probabilité très faible. Et là, par rapport aux conséquences. Alors, les conséquences, il y a un classement sur 5 colonnes. Pourquoi le classement à 5 colonnes? Alors, là, vous remarquerez que chaque colonne a un intitulé, insignifiante, mineure, modérée, majeure ou sévère. Là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la conséquence du risque, donc c'est le contenu, mais c'est beaucoup plus au niveau des colonnes, vous avez ce qu'on appelle de l'impact ou bien de la nature de l'actif. Est-ce que c'est un actif insignifiant? Est-ce que c'est un actif qui a une importance mineure, importance modérée, importance majeure, bien une importance sévère? Donc là, à ce niveau-là, quel est là pour nous? Le risque devient élevé si c'est un actif qui est tellement important que les conséquences d'une corruption sont sévères, même si la probabilité est très faible, on considère que le risque est très élevé. Par contre, si j'ai un actif qui n'est pas très important, donc les conséquences de l'occurrence du risque vont provoquer quelque chose, un impact faible, voire même insignifiant, donc à ce niveau-là, même si la probabilité est très élevée. Et là, vous remarquerez, la probabilité est de 81 à 100%, de probabilité très élevée. On considère que pour nous, que le risque est élevé. Donc, ce n'est pas parce que la probabilité d'occurrence d'un risque est élevée qu'on considère que le risque est élevé. Et ce n'est pas parce que la conséquence d'une attaque, pour nous, elle est sévère, qu'on va considérer automatiquement que le risque est extrême. Donc là, vous remarquerez, quand on parle des conséquences de l'attaque, même si c'est des conséquences majeures, par exemple, ou modérées, ce n'est pas pour autant que le risque est toujours placé à l'extrême. Une machine virtuelle qui pète un câble. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, quand on parle de gestion de risque, il faut savoir que le processus de gestion de risque, c'est tout simplement un processus qui vise à réduire le risque, non pas à le réduire si vous voulez, à un instant T vers un niveau acceptable, et de le maintenir tout au long du cycle de vie de l'actif à ce niveau acceptable. Et ceci grâce tout simplement à un programme ou une politique de sécurité qu'on va définir et qu'on va l'utiliser de manière active. Pourquoi est-ce qu'on parle d'utilisation de manière active? Parce que généralement, au niveau des entreprises, vous allez avoir un RSSI qui va définir une politique de sécurité, il va la déployer. Elle sera applicable pendant une journée, 2 jours, maximum une semaine. Ensuite, ça va être le relâchement. Et généralement, le relâchement, ça commence à partir du petit employé jusqu'aux développeurs, ingénieurs, administrateurs qui vont, si vous voulez, avoir un certain laisser-aller dans leur comportement quotidien et qui vont déroger aux règles de cette politique. D'où le rôle important du RSSI de maintenir et de veiller à la bonne application de cette politique de sécurité à travers ce qu'on appelle les inspections continues, les contrôles et les audits. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on évalue le risque? Alors, il faut savoir que généralement, il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il faut passer. D'abord, comme on l'avait vu précédemment, c'est l'identification et le classement des actifs par ordre de priorité. Il faut savoir que déjà, les actifs ne sont pas forcément que matériels. On peut avoir des actifs matériels et immatériels. Les actifs matériels, par exemple, vous avez les serveurs, vous avez vos switches, vous avez vos disques durs, les baies de sauvegarde, etc. Maintenant, les actifs immatériels, ça peut être les données qui sont dans vos serveurs, qui, généralement, on ne considère pas les données tous de la même manière, mais en fonction de la nature de la donnée.
À titre d'exemple, un secret commercial est un actif qui va être beaucoup plus important que les coordonnées, par exemple, de mon entreprise, qui sont aussi dans le même serveur. Maintenant, il faut savoir que ce que vous, en tant qu'informaticien, vous estimez comme quelque chose de précieux, n'a pas forcément autant de valeur pour l'entreprise. Donc, quand vous allez essayer d'établir la liste des actifs en termes de valeur, vous devez le faire en collaboration avec l'utilisateur et la direction de l'entreprise. Surtout si c'est un domaine de métier qui sort de votre compétence. Imaginons maintenant que vous êtes chargé de faire ce travail chez une entreprise de biochimie. Dans cette entreprise, vous ne savez pas quelle est l'information la plus importante pour le client et quelle est l'information la moins importante. Il y aura probablement des dossiers qui vont contenir plein de formules chimiques. Parmi ces formules, vous ne savez pas laquelle est importante, laquelle ne l'est pas. Donc la classification ne pourra pas se faire par vous uniquement, mais elle va se faire avec la collaboration de votre client ou ses représentants qui pourront vous guider lors de ce processus en vous disant ça c'est les données R&D qui sont très importantes, ça c'est le procédé métier qui est une information publique parce que c'est des formules qui sont utilisées par tout le monde, donc même la concurrence les connaît. Donc, c'est une information banale. Ça, c'est les coordonnées de nos fournisseurs. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on a des prix préférentiels que les autres n'ont pas. Donc, ça ne doit pas être une information divulguée. Donc, tout ça, vous devez le savoir. Vous ne l'apprendrez que par votre client. Maintenant, pour chaque actif, vous devez mettre ce qu'on appelle une fiche d'actif, dans laquelle vous allez mettre les informations suivantes. Est-ce que c'est un logiciel, matériel, données, c'est une interface? Quels sont les utilisateurs? Qui est le personnel d'assistance? Donc, en cas de problème qui peut intervenir, quel est le but de cet actif? Quel est son niveau de criticité? Quelles sont ses exigences fonctionnelles? Est-ce qu'il y a déjà une politique de sécurité informatique applicable ou non? Est-ce qu'il y a une architecture de sécurité qui concerne l'actif? Quelle est la topologie du réseau? Est-ce qu'il y a une protection pour le stockage d'informations? Comment circule le flux d'informations? Parce qu'une information, généralement, ce n'est pas une donnée stagnante. C'est une donnée qui va évoluer dans le temps, et ceci en transitant entre différents acteurs qui peuvent soit la consulter, soit la modifier. Est-ce qu'il y a des contrôles techniques? Est-ce qu'il y a un environnement de sécurité physique? Est-ce qu'il y a une sécurité environnementale? Maintenant, il faut savoir aussi que vous n'allez pas renseigner toutes ces données pour n'importe quel actif. Il y a des actifs qui ne sont pas concernés par la totalité de ces données. Si je prends par exemple un actif matériel, il y a certaines données qui ne le concernent pas, pour lesquelles on n'aurait même pas besoin de les renseigner. Alors, par contre, ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des entreprises ne vont pas accorder beaucoup d'importance à cette évaluation du risque. Pour eux, ils accordent beaucoup plus d'importance à la correction plutôt qu'à ce travail préventif. Donc, ils accordent toujours un budget très limité. C'est pour cela que vous êtes dans l'obligation de limiter la portée de votre étude aux actifs essentiels à votre travail. C'est pour cela qu'il va falloir définir une norme pour définir l'importance de chaque actif. Généralement, les critères habituels pour l'évaluation de l'importance, c'est soit la valeur monétaire de l'actif, donc en termes d'argent, l'actif il va coûter combien, ou bien s'il ne coûte pas, sa perte va engendrer quoi comme perte financière à l'entreprise, et surtout le statut juridique et l'importance pour l'organisation. Parce qu'il faut savoir que certains actifs ont des statuts juridiques. Je prends un exemple, les données personnelles de certains clients. Vous savez que dans certaines entreprises, dans certains pays, si vos données personnelles sont perdues et exploitées par d'autres personnes, vous devez dédommager votre client. Ça veut dire que ces données personnelles valent de l'argent. Ensuite, une fois que la norme ou bien la méthodologie de choix ou bien de classification a été validée par l'entreprise et qu'elle a été intégrée de manière officielle dans leur politique d'évaluation de risque,
Là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire votre classification et identifier chaque actif comme étant soit critique, majeur ou mineur en termes de criticité. Maintenant, une fois qu'on a identifié tous nos actifs et qu'on les a classifiés, il est temps d'essayer d'identifier les menaces qui pèsent sur cette entreprise ou bien sur ses actifs. Maintenant, la menace, c'est quoi? On avait dit, c'est tout élément qui pourra éventuellement exploiter une vulnérabilité pour enfreindre les règles de sécurité. Maintenant, il faut savoir que la plupart du temps, la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est soit les pirates, soit les virus, ou bien les logiciels malveillants. Or, malheureusement, quand on parle de menaces, si vous vous rappelez tout à l'heure dans l'exemple qu'on a donné, j'avais donné l'exemple de séisme, j'avais donné l'exemple de remontée d'eau. Donc là, on va intégrer donc tout ce qui est catastrophe naturelle, tout ce qui peut être défaillance système. Maintenant, les défaillances système peuvent être de différentes origines. Ça peut être parce que les serveurs sont vieux, donc ils ont lâché avec le temps. Ça peut être une défaillance système due à un bug qui a été annoncé par le fabricant, mais parce que l'entreprise ne fait pas de veille en la matière, donc ils n'ont pas su que leur système est défaillant. Ça peut être tout simplement un accident, quelqu'un qui a mal manipulé son système. Ça peut être maintenant une action malveillante. L'action malveillante, ça peut être toute action malveillante que vous avez vue l'année passée, par exemple une attaque par DDoS, une tentative, un piratage classique, une usurpation d'identité, etc. Maintenant, quand vous allez identifier ces menaces, certes, vous allez trouver dans la documentation toute une panoplie de menaces. La documentation existe. On vous donnera par exemple pour les catastrophes naturelles, on va vous donner 71 catégories de catastrophes naturelles. Mais est-ce que vous allez les intégrer toutes dans votre étude? Alors, Monsieur Swag, est-ce que vous êtes là? Alors, est-ce que vous allez intégrer les 71 catastrophes naturelles, par exemple, qui sont classées dans les différents documents ISO, etc., dans votre étude? Supposons que vous faites l'analyse de risque à bas besoin. Pourquoi non? Effectivement, non est la bonne réponse. Mais pourquoi le non? Si quelqu'un a une réponse, vous pouvez participer. Effectivement, comme l'a dit M. Saoudi et Mlle Benmemoun, on ne prendra en considération que les catastrophes qui sont probables dans notre environnement. Si je prends le référentiel des catastrophes naturelles, vous allez trouver par exemple le typhon. Est-ce qu'on a déjà eu un typhon à Bebzoua? Est-ce qu'on a déjà eu un ouragan à Bebzoua? Donc là, vous allez avoir par exemple les ouragans. Vous allez avoir les raz-de-marée. Vous imaginez, vous êtes aveugle là, dans votre analyse de risque, vous allez leur mettre, bon, risque de raz-de-marée, étude donne probabilité improbable. Croyez-moi que la personne qui a commandé l'étude va arrêter sur place au milieu du désert et vous me donnez une probabilité de raz-de-marée. C'est pour cela que quand vous allez identifier les menaces, essayez d'identifier les menaces qui sont propres à votre environnement. Alors, la troisième étape, c'est que donc maintenant nous avons déjà identifié les menaces, nous avons identifié les actifs, donc il est temps d'identifier les vulnérabilités qui existent sur nos actifs, qui vont permettre l'exploitation, qui vont pouvoir être exploitées par ces menaces. Donc une vulnérabilité, c'est quoi? C'est tout simplement une faiblesse que la menace va exploiter pour, si vous voulez, bypasser nos mesures de sécurité existantes ou inexistantes. Parce
que vous pouvez avoir des cas où les mesures de sécurité sont inexistantes. Maintenant, il faut savoir que quand on parle de vulnérabilité informatique, elles sont déjà identifiées, répertoriées pour la plupart, grâce à la base de données du NIST. C'est une base de données des vulnérabilités qui définit un certain ensemble de vulnérabilités. Maintenant, il y a certaines vulnérabilités qui ne sont pas identifiées par la base de données du NIST, donc tout simplement parce qu'elles n'ont pas été découvertes. Et vous avez ce qu'on appelle les vulnérabilités 0D. Alors, tu peux nous parler dire c'est quoi une vulnérabilité 0D? C'est une vulnérabilité qui n'a pas encore été corrigée, monsieur. Voilà, tout simplement. C'est une nouvelle vulnérabilité qui est apparue, donc qui a été référencée dans la base du NIST, mais pour laquelle aucun correctif n'a encore été publié. C'est ça. N'a pas été patché ou bien aucun correctif n'a été publié généralement. Parce que pour la plupart des vulnérabilités, pour qu'elles soient référencées, il faut donner le processus d'exploitation. Parce que vous ne trouverez aucune vulnérabilité dans les bases de données répertoriées pour lesquelles celui qui l'a découvert n'a pas donné le processus d'exploitation. Pourquoi on donne le processus d'exploitation? Pour pouvoir prouver que la vulnérabilité peut réellement être exploitée. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a une vulnérabilité mais non exploitable. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que des fois, vous trouvez cette vulnérabilité existe, mais elle ne peut être exploitée qu'en étant administrateur sur le poste local. Ça veut dire que c'est le seul moyen démontrer, d'exploiter cette vulnérabilité. Maintenant, en dehors de ça, ces vulnérabilités, le fabricant du produit n'a pas encore trouvé un remède. Donc, il n'a pas encore développé le patch. Donc, on parlera de 0D. Une fois que le patch est développé, là, on ne parle plus de 0D, mais on parlera de simple vulnérabilité. Maintenant, pour pouvoir découvrir ces vulnérabilités, généralement, on doit faire des audits sur nos systèmes informatiques. Donc, c'est des procédures de test et d'évaluation périodique. C'est des tests d'intrusion, donc ce qu'on appelle les pentests. Ou bien, on peut utiliser des outils automatisés de scan de vulnérabilité. Seulement, ces outils sont limités. Elles sont limitées par le fait qu'elles ne peuvent détecter que ce qu'elles connaissent. Ça veut dire, si j'ai acheté un outil en 2020 et que je n'ai pas fait de mise à jour à cet outil, donc tout ce qui est apparu comme vulnérabilité après la date, pas d'achat, mais la date de fabrication de l'outil, il ne sera pas détecté. Contrairement à l'humain, qui lui va développer ses connaissances et pourra toujours découvrir de nouvelles vulnérabilités. Maintenant, pour tout ce qui est logiciel, on peut réduire les vulnérabilités tout simplement en déployant nos correctifs. Seulement, il ne faut pas oublier les vulnérabilités physiques et aussi les vulnérabilités pour lesquelles il ne peut pas y avoir de correctif, pour lesquelles il va falloir déployer d'autres mécanismes de sécurité. Maintenant, la quatrième étape, c'est d'analyser ce qu'on appelle l'analyse des contrôles. Donc là, jusqu'à maintenant, vous connaissez vos actifs, vous connaissez les vulnérabilités et vous savez quelles sont les menaces qui existent. Donc là, il va falloir quoi? Faire quoi? Il va falloir essayer d'analyser les contrôles qui existent déjà, donc les mesures de sécurité qui sont déjà en place ou ceux qui sont planifiés. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que tout simplement, on essaiera de minimiser ou de supprimer la possibilité qu'une menace puisse exploiter une vulnérabilité de notre système. Maintenant, les contrôles peuvent être mis en œuvre de différents moyens, soit par des moyens techniques, par exemple tout ce qui est chiffrement, tout ce qui est mise en place de moyens d'authentification, d'identification, de verrouillage de port, etc., soit via des contrôles non techniques. Donc, quand on parle de contrôle non technique, ça veut dire tout simplement en mettant en place une politique de sécurité ou bien des mesures administratives avec des mécanismes physiques pour la sécurisation et le contrôle de notre environnement. Maintenant, les contrôles qu'on va faire, qu'ils soient techniques ou non, on parlera de contrôle préventif ou de contrôle de détection. Donc leur but, c'est quoi? C'est d'anticiper et d'arrêter l'attaque avant son arrivée. Donc, c'est pour cela qu'on parlera de contrôle préventif. Maintenant,
L'étape 5, il faudra pouvoir déterminer quelle est la probabilité d'un accident. Parce que moi, si je vais trouver 1000 vulnérabilités, je ne vais pas patcher les 1000. L'entreprise va me dire, attendez, 1000 vulnérabilités, corriger 1000 vulnérabilités, ça va me coûter combien? Je ne suis pas prêt à payer autant. Donc là, il y a lieu d'essayer d'évaluer la probabilité qu'une vulnérabilité soit réellement exploitée. Parce que ce n'est pas parce que vous avez trouvé qu'une vulnérabilité est publiée et qu'on vous dit qu'elle est exploitable, qu'elle est réellement exploitable dans votre environnement. C'est pour cela qu'on a parlé dans l'étape 4 d'analyser les contrôles existants ou les contrôles qui vont être déployés déjà par l'entreprise. Je vous donne un exemple. Des fois, vous allez trouver, on vous dit, voilà, tel logiciel X contient telle vulnérabilité qui peut être exploitée en utilisant, par exemple, le port numéro X sur le tel OS. Imaginons que votre entreprise dispose du logiciel, mais dans leur configuration telle qu'il a été déployé, le port X qui permet l'exploitation n'est même pas ouvert. Il est fermé au niveau de leur route, de leur pare-feu. Et que l'OS qui permet l'exploitation n'est pas déployé chez eux. Par exemple, chez eux, on vous dit qu'il est exploitable sur une plateforme Windows 2016. Or, eux, ils ont déployé l'outil sur une plateforme Unix. Donc, à quoi bon réfléchir et vous casser la tête en disant si la vulnérabilité existe? Oui, elle existe, mais elle n'est déjà pas exploitable grâce aux contrôles qui sont déjà mis en place. Les prérequis ne sont pas disponibles. Et eux ont rajouté un contrôle qui est un pare-feu qui a déjà fermé le port qui permet l'exploitation. Donc pour nous, cette vulnérabilité n'existe même pas. Ce n'est pas parce qu'un scanner de vulnérabilité a dit qu'elle existe qu'elle est réellement exploitable. Et c'est là que vient toute l'importance du facteur humain dans l'évaluation de l'environnement et des contrôles qui existent déjà. Maintenant, pour déterminer la probabilité d'un accident. Comment est-ce qu'on fait? Donc d'abord, on doit évaluer la probabilité que la vulnérabilité puisse réellement exister. En analysant déjà le type de vulnérabilité, la capacité et la motivation de la source de menace et l'existence et l'efficacité de nos contrôles. Ça veut dire quoi? Déjà, les types de vulnérabilité, on en a déjà parlé. Comment on va classer les vulnérabilités par importance? Quelle est la cible contre laquelle on va se protéger? Est-ce qu'on se protège contre des pirates? Est-ce qu'on se protège contre des gouvernements? Est-ce qu'on se protège contre M. Lambda? Est-ce qu'on se protège contre un concurrent qui veut récupérer nos secrets à tout prix? Pourquoi on se pose la question? Parce que tout simplement, ça nous donnera une idée des moyens et du budget qui sera alloué pour nous attaquer. Je vous donne un exemple. Vous êtes une petite entreprise. Vous avez face à vous un gouvernement qui veut tenter de récupérer vos données. Niftah les serveurs pour le mettre. Parce que là, j'aurais beau mettre le paquet, ils ont 1 million de fois plus de moyens que moi pour récupérer mes données. Par contre, je suis une multinationale. J'ai affaire à un gouvernement. J'ai les moyens de tenir tête au gouvernement. Pour l'anecdote, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Alors, avec l'apparition du Patriot Act, le gouvernement américain avait exigé de Microsoft de leur fournir les données d'un citoyen irlandais qui était dans le cloud Azure. Microsoft s'était opposé. Pourquoi? Parce que la personnalité irlandaise est une personnalité connue, déjà. Et si l'information avait filtré, tout le monde saura que c'est Microsoft qui a donné l'information et par conséquent, ils vont perdre toute leur fiabilité, ils vont perdre toute leur réputation et c'est toutes les multinationales qui vont plus travailler sur leur plateforme Azure. Bon, si c'était vous, ils leur auraient donné la donnée parce que même eux vont calculer le risque. Si je donne la donnée au FBI, qu'est-ce que je risque? En refusant de donner la donnée, le FBI les a attaqués en justice, l'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême, en vertu du Patriot Act, avait décidé ce qui suit. Saisir l'information. Malheureusement pour eux, l'information n'était pas dans le data center qui était aux États-Unis. Vous savez que Microsoft, ils ont des data centers, ils avaient des data centers un peu partout dans le monde.
pour tout ce qui est plateforme Azure. Le data center en question était en Europe. Donc, le FBI ne pouvait pas perquisitionner et aller récupérer la donnée directement. Donc, la Cour suprême avait décidé que Microsoft devait payer une amende journalière pour chaque jour durant lequel ils ne vont pas fournir la donnée au gouvernement américain. Et c'était un montant assez conséquent. Donc là, ils ont appris de cette leçon qu'ils devaient mettre en place un mécanisme qui va leur permettre de contrecarrer, si vous voulez, les tentatives de leur gouvernement pour récupérer les données de pays étrangers. Alors, ils ont réfléchi comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Parce que si à chaque fois, on va nous condamner à payer une amende chaque jour, on va finir par déposer la clé sous la porte. Là, en réfléchissant, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Et ils ont négocié avec les Européens parce qu'en même temps, les Européens avaient menacé de boycotter carrément les produits Microsoft si les données sont fournies au gouvernement américain. Donc là, ils avaient réfléchi en disant on va mettre en place un data center en Europe. Et là, ils se sont posé la question en Europe, où est-ce qu'on va mettre ce data center? Donc, ils se sont dit que pour les citoyens européens, il y aura un data center en Europe. Et ce data center devra être dans le pays européen qui respecte le plus le droit à la vie privée. Donc, ce sera le pays où le risque d'intercepter ou de récupérer les données personnelles est le moins important. Et à votre avis, c'était quoi le pays? Irlande, monsieur. Non, ce n'est pas l'Irlande. Alors, le pays en question, c'était l'Allemagne. Alors, il faut savoir que les Allemands sont le pays européen le plus respectueux du droit à la vie privée et de la protection des données personnelles. Donc là, ils ont lancé le projet de construction d'un data center en Allemagne. Le projet a été finalisé et toute la plateforme Azure Europe a été mise là-bas. Or, le problème qui se posait, c'était de dire, si c'est Microsoft qui opère le data center, donc si c'est eux l'opérateur du data center, on n'a rien changé dans la donne, parce que le gouvernement américain, sachant que Microsoft est une entreprise américaine, il pourra lui donner une injonction en justice en lui disant « Donnez-moi les données de telle personne ». Et là, ils vont lui dire « Non, on ne donne pas », parce que la loi allemande s'oppose. Ils vont leur dire « Mais vous êtes une entreprise américaine, vous êtes soumise aux lois américaines ». Et ils vont se retrouver dans le même cycle infernal de payer des amendes journalières. Donc là, pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié avec les Allemands. Nous, on construit les data centers. Nous, on fournit tout l'équipement. Nous, on va fournir tout le logiciel. Mais ce n'est pas nous qui allons opérer ce data center. Nous, on fera qu'encaisser l'argent quand les gens l'utilisent. Mais pour opérer le data center, on va signer un contrat avec une entreprise qui s'appelle Deutsche Telekom, qui est une entreprise allemande. Donc, actuellement, le data center Azure Europe se trouve en Allemagne. Il est opéré par Deutsche Telekom, qui est une entreprise allemande et qui échappe complètement au contrôle des Américains. Et Microsoft n'a aucun droit, selon les accords qu'ils ont signés avec les Allemands, de pénétrer dans ce data center. Ce qu'ils peuvent vérifier, c'est uniquement la facturation pour pouvoir récupérer leur argent. De ce fait, quand les gouvernements américains demandent à avoir les données d'une personne, Microsoft lui dit « Moi, je n'opère pas. Moi, je n'ai pas accès. C'est Deutsche Telekom qui le fait. Vous voulez les données, contactez Deutsche Telekom. » Et vous voyez qu'étant une multinationale, elle a pu tenir tête à un gouvernement en investissant une somme faramineuse qui dépassait les 2 milliards de dollars pour mettre en place un tel projet pour contrecarrer les attaques d'un gouvernement. Or, si c'était une petite entreprise, elle aurait été incapable de le faire. Mais en contrepartie, dépenser 2 milliards de dollars comme ça, qu'est-ce que ça leur a apporté? Ça leur a apporté la confiance de tous les Européens. Donc, toutes les entreprises européennes qui maintenant utilisent la plateforme Azure Europe, on est en confiance que le gouvernement américain n'a pas accès à leurs données. Pourquoi? Parce que les données sont hébergées en Europe. Elles sont opérées par une entreprise européenne, mais utilisent des technologies Microsoft.
Alors, pour l'étape 6, là, il va falloir évaluer l'impact potentiel de la menace. Donc, évaluer l'impact potentiel de la menace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer si la menace va arriver. Et là, dans cette analyse, on doit inclure 3 facteurs, donc à savoir la mission du système. Donc, que fait le système qui va être impacté, y compris les différents processus du système. Est-ce que le système est critique ou non? Donc là, c'est par rapport à la valeur marchande du système et surtout à la valeur des données pour l'organisation elle-même et ses clients, et aussi par rapport à la sensibilité du système et des données. Généralement, les informations, pour pouvoir faire cette analyse d'impact, on va trouver les données nécessaires dans la documentation de l'entreprise. Donc là, on va essayer de faire une analyse quantitative et qualitative pour essayer d'évaluer le préjudice qui sera subi en cas d'attaque sur cet actif informatique de l'organisation. Il faut savoir que parmi les conséquences de l'impact avant d'être financier, vous allez avoir des impacts sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes. Donc, c'est ces 3 facteurs qui vont par la suite engendrer des coûts par rapport à votre entreprise. Il faut savoir que des entreprises, par exemple, telles que AliExpress, une panne d'1 heure chez AliExpress, elle va engendrer des pertes qui sont estimées à des centaines de millions de dollars. C'est pour ça qu'on parle d'impact financier. Et là, vous remarquerez, c'est uniquement la disponibilité qui a été impactée et qui va faire perdre une somme pareille à une entreprise. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'on doit inclure dans notre analyse d'impact. D'abord, ce qu'on appelle la fréquence annuelle estimée de l'exploitation d'une vulnérabilité par la menace. Ça veut dire la vulnérabilité qu'on a trouvée, est-ce qu'elle va être utilisée 1 fois, 2 fois, 10 fois? Combien ça va nous coûter? Et surtout, il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle un calcul de pondération qui va être basé beaucoup plus sur l'impact de la vulnérabilité par rapport à la menace spécifique. Ça veut dire, in fine, le tout n'est qu'une question d'argent pour l'entreprise. Une entreprise, à quoi elle va penser? Elle va vous dire, bon, de la vulnérabilité, si elle est exploitée, elle va me coûter 5 000 $. D'accord. Elle risque d'être exploitée combien de fois par an? Vous allez lui dire dans votre analyse 10 fois par an. Ça va me faire 50 000 $. Alors, 50 000 dinars de pertes directes. Est-ce que les 50 000 dinars vont engendrer des pertes indirectes? Perte indirecte, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir une perte de 1 000 $ chez l'entreprise, mais il y aura un impact sur sa réputation qui va faire qu'il va y avoir 100 000 abonnés qui vont quitter l'entreprise. Donc, l'impact direct, c'est perdre 100 000 $, mais à long terme, je vais perdre 1 million de $. Donc, l'entreprise va faire dans ses calculs, voilà, vulnérabilité, je vais perdre 1 million et 1 000 $. Le coût de réparation est de combien? Vous allez lui dire 50 000 $. Ben, d'accord, c'est un risque pour lequel on va faire intervenir. Mais si vous leur dites, voilà, vous allez perdre à long terme 1 000 $, or que la réparation va vous coûter 100 000 $, ils vont vous dire, on ne répare pas. Pourquoi voulez-vous qu'on le fasse? Maintenant, une fois que vous avez eu toutes ces informations, il va falloir classer vos risques par ordre de priorité. Ça veut dire pour chaque copie, menace et vulnérabilité, vous allez déterminer le niveau du risque pour le système d'après les facteurs qu'on a vus tout à l'heure, la probabilité que la menace exploite notre vulnérabilité, l'impact de l'exploitation de la vulnérabilité de la menace sur notre système, et aussi l'adéquation des contrôles de sécurité existants ou planifiés qui visent à réduire la menace sur le système. Ça veut dire pour le moment, on ne fait qu'évaluer par rapport à l'existant. Quelle est la probabilité d'exploitation, l'impact sur mon entreprise, et est-ce que mes contrôles correspondent ou non. Et là, on va avoir ce qu'on appelle notre matrice des risques
telles que les matrices qu'on a vues tout à l'heure, qui va servir à estimer le risque selon des critères. Donc, généralement, une forte probabilité, c'est une note qui avoisine le 1. La probabilité moyenne, c'est une note qui avoisine le 0,5. Et la probabilité faible, c'est une note qui avoisine le 0,1. Alors, de même, un impact élevé aussi, maintenant, à savoir, ça dépend maintenant, il y a à vrai dire plusieurs échelles. Il y a ceux qui utilisent le 1, 0,5, 0,1. Il y a ceux qui vont mettre du 100, 50, 10. Mais généralement, c'est la manière de calculer. Maintenant, le risque, comment on le calcule? On va multiplier la valeur de la probabilité de la menace par la valeur d'impact. Et là, il est classé selon comme on le souhaite, par élevé, faible ou moyen, selon les résultats obtenus. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'il va falloir recommander des contrôles. Quand on parle de contrôle, on va se baser sur le niveau du risque, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour prendre une direction, pour atténuer le risque. Donc on avait dit on peut avoir le cas élevé, moyen et faible. Donc élevé, il faut mettre un plan de correction le plus vite possible. Moyen, il faut l'élaborer dans un délai raisonnable. Et faible, on doit l'accepter et adopter les mesures correctives. Donc à l'élaboration des contrôles, il sera nécessaire de prendre en considération la politique, l'impact organisationnel, la réglementation en vigueur et bien sûr l'efficacité globale des contrôles recommandés. Alors, il faut savoir que quand on décide d'établir des mesures correctives, on est devant un arbre décisionnel. Qui dit arbre décisionnel veut dire qu'on a, dans notre cas, 3 choix. Ce qu'on appelle l'acceptation, le transfert et la réduction. Et avant de rentrer dans ce détail, moi je vais vous poser une question. Qui connaît l'algorithme RSA? Bon, au cas où vous n'avez pas compris, je vais vous l'écrire. Ben, tout le monde. Oui, monsieur, on le connaît. Parce que vous êtes le seul à répondre, dire tout le monde, alors que tout le monde est sauté. Donc peut-être que vous le connaissez, mais pas vos camarades, apparemment. Oui, monsieur, on le connaît. D'accord. Alors, est-ce que c'est un algorithme fiable? Est-ce que c'est un algorithme auquel on peut avoir confiance? Alors, pour Lucie, oui. Pour Saoudi, non. Alors Lucie, pourquoi oui? Et Saoudi, pourquoi non? Monsieur, Oui. Ça je crois qu'il dépend. a été craqué, je ne sais plus quand, mais je crois qu'il a été craqué. Merci, Saoudi. Lucie, vous avez quelque chose à rajouter? Mademoiselle Hamadash. Monsieur, des fois, quand le nombre, le chiffre est assez grand, on a besoin de beaucoup de temps de calcul. Il n'y a pas assez de moyens pour le faire. Donc, il est intéressant, mais... D'accord. Mademoiselle Haoudi, moi, la question que je vous pose est la suivante. Quand vous dites on, c'est qui le on? Est-ce que vous parlez de vous? Qui va Est-ce que vous parlez implémenter de l'algorithme? Non. Non, vous dites on a besoin de beaucoup de moyens pour le craquer. L'entreprise, de Qui ça? l'entreprise. Une entreprise, d'accord. Alors, il faut savoir ce qui suit. Effectivement, M. Saoudi a raison. L'algorithme RSA a été craqué, ça fait très longtemps. C'est pour ça qu'il avait commencé à utiliser des clés au départ 2024. C'était l'un des, n'oubliez pas, il date de 76. RSA, Yves Shamir Adelman, c'était en 76. On est en 2021. Il y a plus de presque 50 ans qui se sont écoulés. Et quand on parle de sécurité en informatique, 50 ans, c'est le passage de l'ère des dinosaures jusqu'à l'ère des hommes qui volent. Donc jusqu'à l'ère des avions. Est-ce que vous pensez qu'un dinosaure maintenant est toujours l'être le plus fort de la planète? Ben non. Alors, le problème de RSA, c'était quoi? C'est que tout simplement, on a trouvé le moyen de le craquer.
On pouvait le craquer au bout d'une heure de temps, il y a quelques années de ça. Donc, ils sont passés vers le 2048, ensuite le 4096, et actuellement, jusqu'à utiliser des clés d'une taille de 9000. On y arrive. Attendez, on va arriver, on va en discuter longuement. Le problème qui se pose, c'est que RSA, on a beau augmenter la taille des clés, on arrive toujours à le craquer. Surtout que maintenant, il y a ce qu'on appelle l'informatique quantique. Alors, c'est devenu un jeu d'enfant de craquer RSA. Mais, qui est capable de le faire? Là, la question se pose. Est-ce que c'est des gouvernements? Est-ce que c'est des universités? Et bien sûr qu'il y a des data centers, des supercalculateurs et tout. Est-ce que c'est des pirates? Maintenant, il faut savoir aussi que pour utiliser RSA, alors, avant de parler de RSA, il faut savoir que chaque 2 ans, il y a une conférence internationale qui se fait en Europe, qui s'appelle Eurocrypt. Bon, vous pouvez faire des recherches. Vous allez trouver quelques documentations très rares sur la conférence, mais vous ne trouverez jamais les résultats de cette conférence. Parce que c'est une conférence qui regroupe généralement les concepteurs d'algorithmes de chiffrement. On ne parle pas d'algorithmes publics, mais on parle d'algorithmes propriétaires tels que RSA, etc. Vous allez trouver des représentants des services gouvernementaux, notamment NSA, etc. Vous allez trouver aussi les plus grands acteurs du monde de chiffrement qui sont autres que les banques. Plus certaines universités qui font partie du projet Eurocrypt. Lors de ces réunions, on réfléchit à quel est le futur standard qu'on va utiliser. Est-ce que tel algorithme est toujours valable? Quand ils ont discuté du RSA, ils sont sortis avec la conclusion que RSA n'est plus un algorithme fiable, qu'il va falloir remplacer le standard RSA tel qu'il est. Vous savez qu'au début, le standard, c'était DES. Ensuite, il a été remplacé par un autre standard qui est AES. Ils voulaient faire la même chose avec RSA, sauf qu'avec RSA, il y a eu une opposition. L'opposition a été faite par les Américains à travers l'entreprise RSA qui soutient le projet RSA. Et il y avait une autre opposition de la part d'un acteur très fort. On parlera tout à l'heure du deuxième acteur. Alors, au vu de cette opposition, il a été décidé de faire ce qu'on appelle des recommandations de sécurité. Alors, ces recommandations de sécurité visent à améliorer la sécurité de l'algorithme RSA pour le rendre plus fiable, donc plus difficilement craquable. Il faut savoir que pour utiliser RSA de manière fiable actuellement, il faut respecter 128 recommandations de sécurité. Et appliquer les 128. Si vous n'appliquez pas les 128 recommandations de sécurité, RSA est craquable très très facilement, que ce soit même une clé de 4096 bits. Maintenant, ces 128 recommandations de sécurité sont intégrées de manière native dans les équipements informatiques. Ça veut dire que ce n'est pas à vous, en tant que simple utilisateur, de dire, voilà, par exemple, ma carte bancaire utilise RSA, il faut que je rajoute les recommandations. Non. Les mécanismes de la banque vont le faire automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser un Hardware Security Module qui va le faire, etc., etc. Maintenant, pour revenir vers le deuxième acteur qui s'est opposé lors de l'Eurocrypt, ce deuxième acteur n'est autre que le système bancaire international. C'est les banques. Pourquoi les banques se sont opposées à l'utilisation au changement de RSA? Alors, je vais vous donner un exemple de cas concret. Alors, si on prend une banque X à travers le monde, bon, on va citer la banque, c'est pas méchant. On va parler de Bank of America. Alors, Bank of America est une banque qui est très connue aux États-Unis, en Amérique du Nord et même en Europe. Alors, cette banque, elle dispose actuellement d'un chiffre de pas moins de 700 millions de clients.
Vous préférez que je vous écrive au niveau de la boîte de dialogue ou bien que je vous mette ça sur une planche sur l'écran partagé? Une planche sur l'écran partagé. Ah, ok, une seconde. Alors, on a pris l'exemple de Bank of America. Qui dispose approximativement de 700 millions de clients. Alors, selon vous, quelle est la probabilité, combien de personnes se font pirater ou attaquer par jour au niveau de cette banque en utilisant des attaques informatiques qui vont cibler, disons, des vulnérabilités au niveau de RSA? À votre avis, donnez un chiffre. Bon, sachant que les 700 millions de clients, c'est à travers le monde. Alors, selon les chiffres avancés par Bank of America, bon, 40%, c'est beaucoup. Alors, 1%. non, j'ai vu écrit 40% par Ihyatou. Alors, il faut savoir que chaque jour, il y a approximativement, c'est un chiffre moyen qui a été avancé par la banque en 2020. Donc, en 2020, quotidiennement, il y a 17 000 clients qui se font pirater à cause de RSA. Alors, partant de ce principe, la banque, au départ, et quand ils sont revenus en arrière, vous allez leur dire 17 000 clients qui se font pirater. Est-ce que la banque, elle est responsable? Oui, la banque, elle est responsable. Mais seulement la banque a essayé de contourner cette responsabilité. Ah non, vous vous trompez, ce n'est pas un chiffre insignifiant dit de cette manière. Les banquiers sont très radins. Alors, maintenant, si les gens se font pirater, c'est parce qu'ils utilisent des moyens de paiement à distance. Il faut savoir qu'au niveau des cartes Amex, bon, on a généralement Bank of America utilise deux types de cartes, ce qu'on appelle les Amex et les Visa Cards. Bon, Amex, c'est pour American Express Card. Alors, au niveau des cartes, les cartes sont classées en différents paliers. Ce qu'on appelle les classiques cards, les silver, les gold, et ce qu'on appelle les black. Pourquoi est-ce qu'ils ont procédé à cette classification? Cette classification, à vrai dire, elle dépend des moyens financiers de votre client. Par exemple, avec une carte de type classique, vous ne pouvez pas dépasser les $1 500 per day. Ça veut dire, avec une carte classique, vous ne pouvez pas retirer plus de $1 500 par jour. Bon, la silver, je ne me rappelle pas. Alors, la gold, c'est $7 500. Et là, on parle de retrait au niveau d'un ATM. Plutôt, on les appelle DAB en français. Au niveau des DAB, des distributeurs de billets. On ne parle pas des achats online, d'accord? Donc là, on parle au niveau des DAB. Par contre, pour les achats online, par exemple, au niveau d'une carte classique, c'est 3000 dollars per day online.
prendre autre chose. Et pour la gold, généralement au niveau de la Bank of America, c'est très simple. Ils ont multiplié le montant par 15, c'est 45 000 $. Alors, désolé pour le silver, je ne me rappelle pas des chiffres. Alors, pour les black cards, c'est tout simplement no limits. Pour tout. Donc, avec ce qu'on appelle une black card, vous pouvez aller vers un distributeur, demander $1 million, il vous le donne. Vous pouvez faire une transaction de $1 milliard, il vous le fait. Seulement, combien de cartes de type classique sont données? Combien de cartes de type silver ou gold sont données? Et combien de cartes de type black sont données? Il faut savoir que chez Bank of America, 60% des cartes représentent des cartes classiques. Ils ont approximativement pour les silver, si ma mémoire est bonne, ça doit tourner autour de 25%. Ils ont à peu près, je pense, 14 ou 13% au niveau des gold. Non, je pense que je me trompe. Je pense au niveau des gold, c'est 20%. C'est 20% de gold. Et à ce niveau-là, vous avez entre 3 à 4%. Bon, c'est à peu près, les chiffres tournent autour de ça. Maintenant, les banques, pour se protéger, qu'est-ce qu'elles se sont dit? Imaginons que quelqu'un, on lui pirate son compte. Que ce soit un silver, un gold ou un black. La personne qui s'est fait pirater, elle va continuer à se faire pirater pendant combien de temps? Une semaine, 10 jours, 20 jours, un mois. Après, il va venir faire la déclaration et là, on est obligé de le rembourser. Donc là, le client est obligé de faire une déclaration au plus tard 24 heures après l'attaque. Donc, vous avez 24 heures. Si vous dépassez les 24 heures, la banque n'est plus responsable. Donc, au bout de 24 heures, dès que vous faites la déclaration, la banque, elle va faire quoi? Elle va bloquer le compte. Une fois que la banque a bloqué le compte, ça veut dire celui qui vous a attaqué ne peut plus rien faire pour, si vous voulez, continuer à attaquer votre compte. Pourquoi? Parce que la carte va être désactivée, ils vont vous donner une autre carte, etc. Donc, ça veut dire que sur les 17 000 clients qui sont piratés, volés, au maximum, 17 000, c'est vraiment le chiffre max atteint par jour. Nous avons 60%, donc à peu près 9 000 clients qui font partie de la classique, 25% qui font partie du silver, donc à peu près 4 000 clients, 20% qui font partie du gold, donc 20%, ça va nous faire à peu près 3500 et 3% qui vont faire partie du black. Donc à peu près 4000 clients. Donc la banque, elle va perdre combien? Au maximum en 24 heures. C'est 9000 que multiplie 1500 parce qu'il ne peut pas faire plus de 1500 en retrait ou 3000 en transaction. Donc fois $3000. Donc là, je ne me rappelle plus du montant. Pour les 3500 fois 45 000 $. Et là, fois l'infini. Ensuite, l'étude de l'analyse de risque, qu'est-ce qu'elle a démontré? Que les gens qui ont des black cards,
Le nombre de vols, juste depuis la création de Bank of America qui a été créée en 1800 et quelques, alors la probabilité égale 0. Le gars qui a une black card, il est archi-millionnaire, c'est les plus grands milliardaires de la planète. Sa carte, il l'utilise presque jamais. Et il l'utilise uniquement pour des transactions de montants faramineux qu'il va faire avec d'autres multinationales. Et jusqu'à maintenant, aucun d'entre eux n'a pu être attaqué ou piraté. Parce qu'il a sa fortune et il met les moyens pour protéger sa fortune. La perte, c'est les gens qui ont des cartes gold, elle est très minime. Donc, malgré le fait que c'est 3500 personnes, mais la probabilité était carrément de entre 20 à 40%. La plus grande probabilité de vol se trouvait, c'est les gens qui ont la carte classique, qui ne font pas attention, qui vont sur n'importe quel site, qui se permettent d'utiliser leur carte n'importe où. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont une gold, généralement, il a la gold et il a aussi d'autres cartes classiques qu'il utilise pour les petites transactions. Donc, en faisant leur calcul, ils sont sortis avec un montant. Ensuite, ils ont dit, si on doit changer nos équipements, parce que RSA est vulnérable, RSA permet ces genres d'attaques, etc., ça va nous coûter combien? Ils ont découvert que tout simplement, le changement de RSA va coûter 500 fois la valeur maximale de la perte quotidienne. Et là, ils se sont dit, dans ce cas, on ne change pas RSA. RSA est magnifique. Tout simplement parce que pour réparer cette vulnérabilité, je vais payer 500 fois plus de ce que je perds par jour. Donc, ils ont trouvé une autre solution. Et l'autre solution, on la verra la prochaine fois parce que on a empiété un peu sur votre temps de repos. Alors, ce qu'on va faire, donc on va arrêter maintenant pour le cours d'audit. Et je vous laisse 5 minutes de pause. À 15h25, on reprend pour le cours de sécurité applicative. Donc, on reprend dans 5 minutes. D'accord? Ça va être le même lien.